L'accord minier RDC-USA, entre espoir et inquiétude. Bonjour et bienvenue sur Afrique Décrypte. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un dossier qui fait trembler les chancelleries, mobilise les capitales et suscite autant d'espoir que de crainte. L'accord minier entre la République démocratique du Congo et les États-Unis de Donald Trump. Imaginez ceci, un pays au sous-sol parmi les plus riches du monde, déchiré par des décennies de conflits. Une population qui vit dans la pauvreté alors que ses terres regorgent de trésors. Et maintenant, une nouvelle donne géopolitique où la Chine, les États-Unis et l'Europe se disputent l'accès à ces ressources stratégiques. Ce n'est pas de la fiction. C'est la réalité de la RDC en 2025. Partie 1. Le contexte. La guerre oubliée DE l'Est, une région en flammes. Depuis janvier 2025, l'Est de la République démocratique du Congo vit au rythme des bombardements et des déplacements massifs de population. Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda selon les Nations Unies, a lancé une offensive d'une ampleur sans précédent. Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, plus d'1 million d'habitants. Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Ces villes stratégiques sont tombées sous contrôle rebelle. Des milliers de morts. Des centaines de milliers de déplacés. Des familles entières qui fuient avec pour seul bagage l'espoir de survivre. Mais derrière cette tragédie humaine se cache une autre guerre. Une guerre souterraine. Une guerre pour le contrôle des minerais. Le trésor du sous-sol congolais. Parlons chiffres. La RDC détient 70% des réserves mondiales de cobalt, essentielles pour les batteries des véhicules électriques et l'aéronautique, de réserves massives de cuivre, de lithium, de tantal, de tungstène, d'or, de germanium, de coltan. Sur les 50 minerais critiques identifiés par les États-Unis, la RDC en possède 10 en quantité significative. Ces minerais ne sont pas de simples cailloux. Ils sont le sang qui coule dans les veines de notre monde moderne. Smartphones, ordinateurs, véhicules électriques, équipements militaires, technologies de pointe. Sans eux, notre civilisation numérique s'effondre. Et c'est là que le drame prend toute son ampleur. Partie 2. L'ombre chinoise et rwandaise. La Chine, un géant bien installé. Aujourd'hui, la Chine contrôle entre 75% et 80% de l'exploitation minière en RDC, particulièrement dans les secteurs du cuivre et du cobalt. Comment en est-on arrivé là? Retour en 2008. Joseph Kabila, alors président de la RDC, signe ce qu'on appelle le contrat du siècle avec un consortium chinois. L'idée: des infrastructures contre l'accès aux mines. Sur le papier, c'est du gagnant-gagnant. Dans la réalité, c'est plus complexe. Les infrastructures promises tardent à se matérialiser ou ne respectent pas les engagements. La Chine, elle, s'enracine profondément dans le tissu minier congolais, contrôlant non seulement l'extraction mais aussi la transformation et la commercialisation. Le Rwanda, le passeur controversé. Mais il y a un autre acteur dans cette équation, le Rwanda. Et c'est là que l'histoire devient encore plus troublante. Le Rwanda, qui ne produit naturellement ni or, ni tantal, ni coltan en quantité significative, est devenu miraculeusement un exportateur majeur de ces minerais. Comment est-ce possible? Les experts de l'ONU, l'Union européenne et même les États-Unis sont formels. Le Rwanda fait passer en contrebande des dizaines de millions de dollars de minerais congolais chaque mois. Depuis que le M23 a pris le contrôle de Rubaya, une zone minière stratégique, les exportations de coltan du Rwanda ont doublé. Un exemple édifiant. Le Rwanda a affiché des revenus miniers de 1,7 milliard de dollars en 2024, contre 373 millions en 2017. Une progression fulgurante pour un pays dont le sous-sol est loin d'être aussi riche que celui de son voisin congolais. L'importation illégale de ressources congolaises représenterait près d'un quart du PIB rwandais. Autant dire que toute l'économie rwandaise repose, en partie, sur ce système de prédation. Partie 3. Le deal Tshisekedi-Trump, une proposition née du désespoir. Face à l'avancée rebelle et à l'impuissance de son armée, le président Félix Tshisekedi se tourne vers l'Occident. Le 22 février 2025, dans une interview au New York Times, il lance un appel aux États-Unis et à l'Europe. Venez investir dans nos mines, et en retour, apportez-nous la stabilité et la sécurité. L'administration Trump, qui cherche à réduire la dépendance américaine vis-à-vis de la Chine pour les minerais stratégiques, tend l'oreille. Le 20 janvier 2025, Trump a signé un décret facilitant l'accès des entreprises américaines aux minerais stratégiques étrangers. La liste des actifs proposés. Selon Reuters et plusieurs médias américains, une liste de projets miniers publics aurait été transmise à Washington. Au menu, les licences de Kisange, manganèse, or, cassitérite, des minerais essentiels pour l'industrie sidérurgique et électronique. Le projet cuivre-cobalt de Mutoshi, porté par la Gécamine, l'entreprise publique minière historique du Congo. Un projet de transformation du germanium, un métal rare utilisé dans la fibre optique et les semi-conducteurs. Les 4 permis orifères de la Sokimo,
la société publique des mines d'or. Les licences de lithium de la Cominière, ce lithium si précieux pour les batteries électriques. Les actifs de la Sakima, coltan, or et wolframite, des minerais au cœur de nos technologies modernes. C'est un buffet géologique que propose Kinshasa à Washington. Les négociations en coulisses. Depuis mars 2025, les discussions vont bon train. André Uwamezo, chef de cabinet adjoint du président Tshisekedi, s'est rendu à Washington à la tête d'une délégation. Massad Boulos, conseiller principal de Trump pour l'Afrique et beau-père de Tiffany Trump, a été désigné comme envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Les deux camps s'activent. Selon les informations qui filtrent, l'accord pourrait prévoir un accès privilégié des entreprises américaines aux minerais stratégiques congolais, des investissements massifs dans les infrastructures. Certaines sources parlent de 500 milliards de dollars sur 15 ans, une assistance sécuritaire américaine pour stabiliser l'est du pays, la transformation locale d'une partie des minerais pour créer de la valeur ajoutée. Le 30 juin 2025, Tshisekedi annonce la signature prochaine d'un accord stratégique inédit avec les États-Unis, destiné à valoriser de manière souveraine nos minerais stratégiques. Il martèle, la RDC est de retour. Les ressources de la RDC ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Des mots forts. Mais la réalité est-elle à la hauteur des promesses? Partie 4. Les zones d'ombre et les critiques. Le paradoxe rwandais. Et c'est là que l'histoire prend un tournant surréaliste. Selon Reuters, les négociations entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis prévoient que les minerais congolais extraits artisanalement tungstène, tantal, étain pourraient être exportés légalement vers le Rwanda pour y être transformés. Vous avez bien entendu. Le Rwanda, accusé depuis des décennies de piller les ressources congolaises, pourrait se voir légalement confier le raffinage de ces minerais dans le cadre d'un accord de paix négocié par Washington. Pour les critiques, c'est comme demander aux voleurs de garder les clés du coffre-fort. Les voix de la contestation. À Kinshasa, la colère monte. Des opposants politiques comme Lubaya Claudel et Seth Kikuni, l'ENG Justicia, le HARS, Observatoire d'études et d'appui à la responsabilité sociale et environnementale, tirent la sonnette d'alarme. Leur message: ces négociations manquent de transparence et pourraient violer le code minier congolais. Les questions qui fâchent. Les analystes soulèvent des interrogations légitimes. Premièrement, l'environnement des affaires en RDC est-il suffisamment stable pour attirer les investissements américains promis? La corruption endémique, l'insécurité juridique, les infrastructures défaillantes sont autant d'obstacles. Deuxièmement, les États-Unis peuvent-ils vraiment concurrencer la Chine? Pékin possède toute la chaîne de valeur, de l'extraction au raffinage en passant par la transformation. Les États-Unis ont perdu ses capacités industrielles. Troisièmement, cet accord est-il dicté par l'urgence sécuritaire au détriment des intérêts économiques à long terme du Congo? Un pays désespéré négocie rarement en position de force. Quatrièmement, le peuple congolais bénéficiera-t-il réellement de cet accord ou assistera-t-on à un simple changement de maître colonial? Partie 5. Le double JEU américain, l'accord de paix Washington de juin 2025. Le 27 juin 2025, sous l'égide de Donald Trump, Félix Tshisekedi et Paul Kagame signent un accord de paix à Washington. Sur le papier, c'est équilibré. La RDC s'engage à cesser son soutien au FDLR, rebelles rwandais réfugiés au Congo, tandis que le Rwanda promet de retirer ses supplétifs du Kivu. Mais dans les détails, l'accord favorise Kigali. Les FDLR sont explicitement nommés, pas les supplétifs rwandais. Le M23 est présenté comme un groupe autonome, déconnecté du Rwanda, une fiction que les rapports de l'ONU ont pourtant démontée. La stratégie américaine. Pour les États-Unis, l'enjeu est triple. Sécuriser l'accès aux minerais stratégiques et réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, stabiliser la région pour protéger les futurs investissements, affaiblir l'influence chinoise en Afrique centrale. Mais les moyens utilisés suscitent l'inquiétude. Certains analystes parlent d'une nouvelle forme de colonialisme, où la sécurité est échangée contre les ressources naturelles. Le parallèle avec l'Ukraine est frappant. Trump a également proposé à Kiev un accord minerai contre soutien militaire. La différence? L'Ukraine a refusé de céder le contrôle de ses ressources et a négocié un accord qui renforce ses capacités de transformation locale. Partie 6. Le CAS Rwanda, un partenaire controversé, l'ascension fulgurante. Parlons franchement du Rwanda. En quelques années, ce petit pays de la région des Grands Lacs est devenu un acteur incontournable du secteur minier africain. Les chiffres donnent le vertige. Les exportations de tungstène et de tantal vers les États-Unis ont bondi de 213% en quelques mois. Le Rwanda est devenu un fournisseur clé pour l'industrie de défense américaine. 3 installations ultramodernes. Une raffinerie d'or, une raffinerie de tantal, une fonderie d'étain. Trinity Metal, une société basée au Rwanda, exploite les 2 plus grandes mines d'étain du pays et la plus grande mine de tungstène d'Afrique, Nyakabingo. En mai 2025, elle signe un accord avec Nathan Trotté, une entreprise américaine,
pour établir une chaîne d'approvisionnement directe Rwanda-États-Unis. Le gouvernement américain salue ce projet de minerai critique qui soutient la relocalisation industrielle aux États-Unis et renforce la sécurité nationale. Les sanctions symboliques. Mais tout n'est pas rose. Face aux preuves accablantes du pillage congolais, les sanctions tombent. Mars 2025, l'Union européenne gèle les avoirs de 8 dirigeants du M23 et du directeur général de l'Office rwandais des mines. La raffinerie d'or Aldango Ltd est sanctionnée pour blanchiment. Côté américain, l'Office de contrôle des actifs étrangers sanctionne James Kabarebe, ancien ministre de la Défense et conseiller de Kagame, ainsi que Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23. Deux sociétés écrans, Kingston Fresh Ltd, Royaume-Uni, et Kingston Holding SAS, France, sont visées pour commerce illégal de minerais. Mais ces sanctions restent symboliques. Elles ne remettent pas en cause la stratégie globale de Washington qui voit le Rwanda comme un partenaire régional stable, contrairement à la RDC perçue comme fragile et imprévisible. Partie 7. Les enjeux pour la population congolaise, les promesses du gouvernement. Tshisekedi promet que l'accord favorisera la transformation locale des minerais, la création de milliers d'emplois, une répartition plus équitable des retombées économiques, un nouveau modèle économique fondé sur la souveraineté. Des promesses qui résonnent dans les oreilles d'un peuple las des slogans creux. La réalité du terrain. Mais sur le terrain, la situation est dramatique. Dans les zones minières de l'Est, selon l'International Peace Information Service, plus de 130 000 mineurs travaillent dans des conditions précaires, sous l'emprise de groupes armés. Ces travailleurs, souvent des enfants et des jeunes, extraient à main nue le cobalt, le coltan, l'or qui alimente nos téléphones et nos voitures électriques. Ils gagnent quelques dollars par jour. Ils risquent leur vie quotidiennement. Le système de prédation minière implique des groupes armés, mais aussi la police nationale, la police des mines et même l'armée congolaise, FARDC. Tout le monde veut sa part du gâteau minier. Les vraies questions. Au-delà des grandes déclarations, les Congolais se posent des questions concrètes. Les emplois créés seront-ils donnés aux Congolais ou à des expatriés? Les usines de transformation seront-elles réellement construites ou restera-t-on dans l'exportation de matières premières brutes? Les revenus miniers serviront-ils à construire des écoles, des hôpitaux, des routes, ou finiront-ils dans des comptes offshore? Le peuple congolais cessera-t-il enfin d'être pauvre dans un pays riche? Partie 8. Les perspectives, un accord en construction. Au moment où je vous parle, l'accord n'est pas encore finalisé dans tous ses détails. Les dernières informations font état d'une signature possible courant 2025, peut-être vers la mi-année. Tshisekedi devait se rendre à Washington début mai 2025 pour finaliser le partenariat. Les discussions portent sur des investissements colossaux et sur les modalités de l'assistance sécuritaire américaine. Les scénarios possibles. Scénario optimiste, l'accord tient ses promesses. Les investissements affluent, l'Est du Congo se stabilise, les emplois se créent, les minerais sont transformés localement, la population en bénéficie. La RDC devient un partenaire stratégique des États-Unis et regagne sa souveraineté économique. Scénario pessimiste, l'accord profite surtout aux élites congolaises et américaines. Le Rwanda continue de jouer un rôle central dans le pillage légalisé. Les multinationales s'enrichissent pendant que la population reste dans la misère. L'assistance sécuritaire américaine se révèle insuffisante. Le conflit persiste, nourri par les mêmes causes structurelles. Scénario intermédiaire. L'accord apporte quelques améliorations des infrastructures, des emplois, mais ne transforme pas fondamentalement la situation. La RDC reste dépendante de l'export de matières premières. Les bénéfices sont inégalement répartis. La Chine maintient une présence significative malgré les efforts américains. Les leçons de l'histoire. L'histoire de la RDC est jalonnée d'accords qui promettaient le développement et n'ont apporté que déception.